Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, votre émission de vulgarisation scientifique. Vous êtes sur Fadjet et aujourd'hui nous sommes avec Florian qui va nous parler de biomimétisme. Ensuite nous aurons Magali qui vous présentera le célèbre scientifique Ernst Haeckel. Plus tard je ferai la première chronique d'une série sur la cryptozoologie et la découverte de nouvelles espèces. Juste après, Nicolas nous donnera les bases sur le clonage avant de faire un débat sur le sujet et nous terminerons un quiz sur l'espace. Et c'est Florian qui va débuter cette première émission de 2019 avec le biomimétisme. Exactement. Alors déjà, première question, est-ce que vous savez ce que c'est que le biomimétisme ? Oui, c'est quand en science on essaye d'imiter la nature en gros. Voilà. Donc pour être précis, c'est un processus souvent d'ingénierie qui consiste à s'inspirer du monde vivant pour créer un objet, un produit ou un processus. Donc en gros, les scientifiques regardent, quand ils sont confrontés à un problème, ils regardent s'il y a un animal ou quelque chose dans la nature qui est aussi confronté, et ils vont regarder les solutions qu'il a développées pour résoudre ce problème. Et ils vont se dire, si ces solutions elles ont l'air bien, on va essayer de faire une invention autour de cette solution. Donc pour l'étymologie, le mot vient de bios qui veut dire vivant, et de mimesis qui veut dire imitation. Donc c'est la première fois qu'on a utilisé ce mot, c'était en 1969, donc c'est un domaine qui est quand même assez récent. Et par contre, il aura fallu attendre 30 ans pour que le terme soit développé, donc c'était en 97. Et donc c'est une scientifique qui s'appelle Janine Benyus qui a développé le terme dans un livre qui a vraiment posé les bases du domaine. Du coup, est-ce que vous connaissez des inventions qui sont issues du biomimétisme ? Je savais qu'ils ont utilisé les cobras pour la vision infrarouge des avions de chasse. D'accord, ouais. Vous avez autre chose, non ? Non. Alors en fait, les exemples, il n'y en a pas tant que ça, mais la plupart sont assez connus. Par exemple, vous voyez ce que c'est un gecko ? Oui. Donc, lézard. Voilà, et en fait, ces pattes sont faites de telle sorte qu'ils puissent s'accrocher sur à peu près n'importe quelle surface. Et en gros, les scientifiques ils se sont inspirés de ça pour créer des gants, enfin des revêtements adhésifs qui peuvent s'accrocher à des surfaces très rudes et même sèches. Autre exemple, la bardane, donc c'est une petite plante qui a plein de crochets sur elle et qui s'accroche super facilement à d'autres objets. Et donc ils sont inspirés de ça pour faire ce qui a donné plus tard le velcro et donc le scratch sur les chaussures ou dans tout autre type de domaine. C'est encore très utilisé. Autre exemple, par exemple la feuille de lotus, sa surface elle est imperméabilisante, donc elle laisse passer l'eau sur elle. Et les scientifiques sont inspirés pour faire des tas d'objets qui résistaient à l'eau. Enfin, un autre exemple qui celui-là est un peu plus important, au Japon. En fait, les trains, donc le Japon c'est un pays très montagneux et les trains ils passent souvent par des tunnels. Et en fait, ce qui se passe quand un train passe dans un tunnel, c'est qu'il va se prendre la masse d'air qu'il y a dans le tunnel et en gros ça va créer un son très strident sur tout le long du train et le train va perdre de la vitesse. Et donc ils se sont demandé comment est-ce qu'ils pouvaient régler ça. Et en fait, dans la nature, il y a un animal qui est confronté à ce problème, c'est le martin pêcheur. En fait, il plonge pour chasser, il plonge dans l'eau pour attraper du poisson. Du coup, il a un bec très très pointu pour pas qu'il s'effondre dans l'eau. Du coup, ce que les ingénieurs japonais ont fait, c'est que leurs trains, ils ont un genre de museau à l'avant qui est très pointu, oui, ça voilà. Part comme un peu un escambien. Ce qui au final amoindrit le bruit et fait. L'entrée dans l'air, non ? Ouais, voilà, c'est ça. Donc au final, les Japonais se sont inspirés de ça et leurs trains ont cette forme-là. Donc on pourrait se dire que c'est très cool. On a juste à prendre une solution de la nature, à faire un copier-coller et on peut résoudre pas mal de problèmes. Sauf qu'en fait, faut se rappeler que genre la nature, elle est pas faite par un ingénieur, dans le sens où il n'y a pas de cahier des charges ou de budget à respecter ou quoi. En gros, l'évolution, c'est un processus qui est aveugle. Donc, grosso modo, on lance des objets au mur, ceux qui collent, ils vont continuer la partie. L'évolution marche en gros comme ça. Et donc, ça n'a pas les mêmes ambitions ni les mêmes buts qu'un ingénieur. Par exemple, plus tôt, je parlais des pattes de gecko avec lesquelles on pouvait s'accrocher au mur. En fait, l'invention, c'est plus de la curiosité scientifique plutôt que vraiment un but précis dans la vie de tous les jours, quoi. Alors que par exemple, le velcro, ça a été inventé pour la NASA pour accrocher des objets dans des fusées qui étaient en apesanteur dans l'espace.
Donc il faut faire attention à ça. Par exemple, il y a un chercheur indien qui s'appelle Sanjay San qui dit que en gros le biomimétisme, ça doit être une méthode qui doit s'inspirer de la nature et non pas la copier. Par exemple, un bon exemple de ça, c'est les avions. Donc les avions, ça a commencé en 1505 avec De Vinci, qui on voit qu'il a fait... Oui, il avait fait une sorte de planeur. Voilà, il avait fait genre des centaines et des centaines de schémas d'avions, et on voit qu'ils correspondent presque tous à des chauves-souris ou différents oiseaux et tout, et ils avaient un fuselage très très proche des corps des animaux qui pouvaient voler. Mais au final, au début on a copié-collé, et puis au final on s'est éloigné de ça pour des solutions qui marchaient, quoi. Maintenant un A380 a plus du tout la même forme que les avions qu'avait designé De Vinci à l'époque. Et en plus il aura fallu attendre genre 4 siècles pour avoir le premier avion volant au monde. Conclusion, je dirais que le biomimétisme, c'est une science qui est quand même assez importante, qui permet de résoudre des problèmes, tout type de problèmes, mais que ça doit se baser sur les principes d'évolution et non pas sur juste ses résultats. Il doit s'inspirer et non pas copier. Voilà. Ça me fait penser aussi en écologie, je sais pas si vous avez entendu parler, mais il parlait de faire de la bioluminescence en biomimétisme, c'est-à-dire que tous les arbres, ils allaient les faire luminescents. Oui. Pour économiser de l'électricité en gros. Oui. Ah, j'ai pas parlé, mais ils font des LED à partir des lucioles. Enfin, ils sont inspirés des lucioles pour faire un certain type de LED, ouais. Enfin, des exemples comme ça, il y en a plein. Eh ben merci Flo, on va tout de suite faire une pause avec Greta Van Fleet et on se retrouve juste après. À tout de suite. On retourne dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. C'était Greta Van Fleet et nous en étions à Magali qui va nous présenter le scientifique Ernst Haeckel. Et juste après, je tâcherai de répondre à la fameuse question de la bande-annonce de l'émission. Mais qu'est-ce que la cryptozoologie ? Magali, c'est à toi. Oui, alors Ernst Haeckel, donc c'est un biologiste et écologiste allemand du 19e siècle. Donc c'est lui en fait qui en Allemagne a apporté les idées de Darwin, entre autres. C'est aussi pour ça qu'il est connu. Mais également parce que c'est lui qui, la première fois, en 1866, a parlé d'écologie. Donc le terme écologie provient du grec, donc de oikos qui signifie demeure. Et l'écologie, en fait, c'est la science qui va permettre d'établir un rapport entre l'organisme et son environnement. Donc, c'est-à-dire de voir comment il évolue dans cet environnement et comment également l'environnement réagit face à cet organisme. Du coup, c'est ça la définition d'écologie à la base. Et du coup, alors Ernst Haeckel, il a eu des expériences pendant ses études en biologie marine, et c'est ce qui l'a poussé ensuite à faire de la zoologie, donc qui est l'étude des êtres vivants en fait, des animaux. Mais par devoir, il a fait des études de médecine. Et du coup, à la fin de ses études de médecine, il est parti en Italie pour étudier donc plus particulièrement les radiolaires. Donc les radiolaires, c'est une forme de plancton, donc qui sont des organismes composés d'une seule cellule en fait. Donc c'est que en fait un radiolaire c'est une seule cellule, tandis que nous on est composé de milliards et milliards de cellules. Lui en fait c'est juste une cellule toute seule. Et donc Ernst Haeckel il a fait ça, et en fait quand il a lu l'œuvre de Darwin, pour lui ça a été vraiment un tournant en fait dans sa vie. Il a complètement adhéré à la théorie de Darwin sur l'évolution. Et en 1862 il affirma en fait son accord dans le livre qu'il publia sur justement les radiolaires. Et donc c'était aussi ses débuts en tant que dans les publications scientifiques en fait. Et donc il était en fait si enthousiaste à l'idée en fait de faire des liens entre l'origine de la matière inorganique et la matière organique, donc tout ce qui provient des êtres vivants et tout ce qui n'en provient pas, que il essaya en fait de mettre les deux origines sous les mêmes règles. Alors ce qui est pas vraiment... En fait, c'est-à-dire qu'il essayait de faire un lien entre l'apparition de la matière inorganique et organique. Donc... Ah, il disait pas que par exemple la matière organique venait de l'inorganique. Il essayait de trouver la création des deux. Alors c'est ça oui et non, parce que par exemple il a dit que les micro-organismes... Alors c'est là que les théories sont un peu obscures et aujourd'hui on sait que c'est pas vraiment ça. Mais il disait que les micro-organismes étaient juste apparus comme ça. On avait mis des atomes ensemble et pouf, il y avait des micro-organismes. C'était un peu la fête quoi. Du coup voilà. Et aujourd'hui on sait que c'est faux. Et du coup en fait les micro-organismes ils leur accordaient tellement peu d'importance à l'époque qu'il les traitait comme des simples protoplastes. Alors les protoplastes ce sont des cellules
Donc dans les cellules, on a donc les cellules ont des noyaux, donc les protoplastes, je veux dire. Hein. Pour les cellules qui ont des noyaux, c'est donc une cellule dont le noyau a été enlevé en fait. D'accord. La cellule a été énucléée. Donc donc dans ce qu'on appelle les cellules eucaryotes, c'est les cellules où on trouve des Voilà. noyaux. Et ces noyaux, ça contient tout le matériel génétique. Donc une cellule sans noyau. Voilà. Ok. Enfin, pas sans noyau. Elle avait un noyau à la base, mais il est Oui, on parti. ok. Parce que les cellules sans noyau, c'est pas les mêmes cellules Ouais. encore, c'est différent. Ok. Et du coup, il leur accordait vraiment peu d'importance, tandis que du coup, tous les animaux plus développés, entre guillemets, étaient plus importants en fait pour lui. Et c'est donc également le premier qui parla qui introduit l'arbre en fait phylogénétique. Donc l'arbre phylogénétique, c'est un arbre qui va en fait faire le lien entre chaque espèce et pour identifier en fait chaque ancêtre commun. Donc ça va nous permettre de voir en fait quel organisme est le plus proche de l'autre en termes d'évolution. Et c'est comme ça par exemple que on a défini que les hommes étaient le plus proche des chimpanzés dans l'évolution en fait. Faut insister sur ce point, c'est que l'homme ne descend pas du singe. Oui. C'est un cousin. Oui voilà, c'est ça. Mais donc on a un ancêtre commun avec le singe. Mais on peut pas dire que Qu'on descend directement. voilà, c'est pas ça. nos Les grands-parents. singes d'aujourd'hui, c'est pas nous qui avons évolué d'eux. Enfin, on a tous évolué du même ancêtre commun en fait. Alors malgré tout, il avait encore quelques idées un peu discutables. Il pensait par exemple que les personnes donc de couleur noire descendaient, en fait, étaient plus proches du singe que les personnes de couleur blanche. Donc il prenait vraiment une classification des races humaines. Donc ce qui est complètement faux. voilà. Parce qu'au final, c'est juste une petite mutation quelque part qui a fait que il y a Oui. des couleurs différentes. Donc c'est pas non plus deux races différentes. Voilà. L'homme, c'est une seule et même espèce. Voilà. Merci. Du coup, voilà. Et donc ces théories étaient assez discutables, mais il faut aussi dire qu'à l'époque, elles ont fait beaucoup parler et il y a eu beaucoup de débats en fait autour de ça parce qu'il a également parlé d'ancêtres communs. Aussi ce fut l'un des premiers à en parler au final et à lancer l'idée que peut-être qu'en fait on vient à peu près tous du même endroit et qu'on a pris des chemins différents. Donc comme un peu, au final c'est un peu dans la continuité de la théorie de Darwin. Et du coup en conclusion, on va dire que ces travaux ont fait beaucoup changer notre vision de la biologie et les biologistes ensuite se sont mis à se poser plus de questions. Et il faut dire qu'aussi l'arbre phylogénétique est quelque chose qui encore aujourd'hui est complété et remis en Et question ça arrivera toujours. avec de nouvelles techniques dont nous pourrons un jour parler. Et du coup, c'est quelque chose qui a vraiment fait bouger la biologie et qui a donc introduit l'écologie. Merci Magali, maintenant on écoute Ifen Ifen et on se retrouve après pour parler de cryptozoologie. Bonjour ou rebonjour sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Magali vient de nous parler d'écologie et du scientifique Ernst Haeckel. On retrouve Nicolas après ma chronique sur la cryptozoologie où il nous présentera ce qu'est le clonage. Avant de commencer ma chronique, on va répondre à une question de la bande-annonce, mais qu'est-ce que la cryptozoologie ? Alors, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire quel est le but et qu'est-ce que c'est en soi la cryptozoologie ? Je crois que c'est l'étude des animaux qui n'existent pas, ou un truc comme ça. T'es proche, Oui. mais c'est pas ça. D'accord. Ou alors c'est des animaux qu'on suppose que Oui, voilà. peut-être ils existent, mais Ouais, c'est on n'a pas de preuves. C'est plus ça. Donc, je vais vous donner une définition plus académique. Donc, c'est ce qui désigne la recherche d'animaux dont l'existence ne peut être prouvée de manière irréfutable. Donc, ces animaux en question sont appelés des cryptides. Donc, il y a le monstre du Loch Ness, il y a le Yeti, il y a tout ça. Mais il y en a encore d'autres que je vais vous expliquer après, qui sont aujourd'hui sont complètement communs. Parce qu'on les a justement découverts. Donc, crypto, ça veut dire caché. Et zoo, ça veut dire animaux, donc cryptozoologie désigne l'étude des animaux cachés. Donc aujourd'hui, je vais commencer une série de chroniques sur la découverte de ces animaux en vous emmenant pour la première chronique au 19e siècle. Donc alors, Georges Cuvier, donc c'est un grand scientifique français qui est accessoirement le fondateur de la paléontologie des vertébrés, écrit dans l'introduction de son discours sur les révolutions de la surface du globe en 1818 qu'il y a peu d'espérance de découvrir de nouvelles espèces de grands quadrupèdes. Mais ce ne sera pas l'avis de Pierre Médard-Diard et d'Alfred Duvossel, qui sont tous les deux des élèves de Cuvier,
et qui en 1818 vont découvrir un grand mammifère au dos blanc, encore inconnu dans la ménagerie du gouverneur anglais des Indes, à Barakkor, près de Calcutta. Donc c'est un animal déjà connu par les Malais et les Chinois, mais il n'a jamais été décrit. Donc je vais vous donner quelques indices. Donc il a le dos blanc, il ressemble un peu à un cochon, on va dire. Il est un peu noir aussi. Donc est-ce que vous auriez des idées? Un panda. Un panda, non. C'est pas poilu, ça a vraiment la taille d'un cochon. Enfin, c'est un peu poilu, mais pas trop. Non, pas dit. Blanc et noir. Ouais. Ça fait quelle taille? Bah, un cochon. Je l'ai dit 3 fois, mais. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est le tapir au dos blanc. Parce que vous voyez déjà tout ça, à quoi ça ressemble un tapir? Oui. Donc, alors, en 1818, donc les Anglais se préparent à le décrire, mais ce sont les Français qui vont les prendre de vitesse. C'est le zoologue Anselme Guétan Desmarest qui va lui donner son nom scientifique en 1819, qui est le Tapirus indicus. Les Anglais et les Français sont beaucoup battus pour essayer de récupérer, d'identifier le plus d'espèces possible. Et donc après cette mésaventure, donc Cuvier écrira dans les rééditions de son discours sur les révolutions de la surface du globe que le tapir est la seule grande exception et que c'est l'une des plus belles découvertes dont l'histoire naturelle se voit enrichie dans ces derniers temps. Mais l'histoire va prouver qu'il y a plein d'autres espèces qui seront découvertes et nous tâcherons de montrer que Cuvier avait bien tort dans les prochaines chroniques. Ah, du coup, j'ai juste une question. Du coup, je vois pas le rapport en fait entre la cryptozoologie et le fait que l'espèce existe vraiment en fait. D'accord. Et ben en fait, on avait plein d'indices, comme quoi on supposait qu'il y avait des animaux, qu'il y avait cet animal qui existait, le tapir. Mais on l'avait jamais vu et jamais décrit. Donc du coup, on n'avait jamais de preuves. Et c'est une fois qu'on l'a bien décrit, qu'il a été mis dans les manuels de zoologie, qu'il est passé de cryptide, donc à animal connu. Et il existe du coup. Oui, il existe. D'accord. Mais avant de terminer mon passage, je vais vous poser quelques questions sur l'histoire des sciences et sur l'évolution. Donc, quel était le grand adversaire scientifique de Georges Cuvier? Il y a 2 Français qui ont été vraiment marquants dans l'histoire, au niveau de l'évolution en France au 19e. On en a déjà parlé. Oui. C'est moi qui en ai parlé. Possible, je crois bien. Non. Son prénom c'est Jean-Baptiste. Lamarck. Et très bien. Donc Jean-Baptiste Lamarck, c'est un botaniste et zoologiste français qui avait un discours transformiste. Donc c'est-à-dire que c'est un peu les bases, le précurseur de la théorie de l'évolution de Darwin. Il va aussi faire les bases de 80% de la classification des invertébrés. Et donc il va s'opposer à Cuvier parce que Cuvier est fixiste. C'est-à-dire Tu vois, tu peux définir fixiste. Et ben c'est-à-dire qu'il pensait pas que les espèces évoluaient. Ok. Ça se passe quand même longtemps après Darwin, tout ça. Non, ça se passe avant. Ah, avant? Ah oui. Ok. Donc Cuvier avait tendance à donner des arguments pour valider ses théories sans preuve. Il aura même raison sur certaines sans savoir les bonnes preuves. Et c'est ce qui a le don d'exaspérer Lamarck et c'est pour ça qu'ils vont souvent se taper dessus au final. Et pour la petite anecdote, à la mort de Lamarck, Cuvier va faire un discours, il va le dénigrer violemment pendant un discours à son enterrement. Puis c'est pour dire à quel point c'était corsé entre les deux. Donc deuxième question, donc, qui a fondé les bases de la nomenclature binomiale et qu'est-ce que la nomenclature binomiale? Je sais pas qui c'est qui a... Je me souviens plus du nom de celui qui avait installé ça, mais c'est pas la nomenclature en latin. Si. Où donc on a le nom de l'espèce en fait et le nom de l'organisme. Enfin, ou le nom de la sous-espèce. Oui, du genre. Désolé. Et du coup, les deux sont en latin. Ouais, c'est ça. T'as un exemple? Alors bah ouais, on va reprendre le Tapirus indicus, donc le tapir de tout à l'heure. Donc le nom, donc l'espèce c'est le Tapirus indicus, et Tapirus c'est le nom du genre, donc d'un groupe qu'on appelle aussi taxon. Et quand tu vas avoir indicus derrière le nom, et ben ça va te donner de l'espèce en fait. C'est juste une précision. Et du coup, qui a créé ça? Qui a créé ce modèle? Carl von... Linné. Ah, merci Magali. Donc bah voilà, c'était Carl von Linné, pardon, donc c'était un botaniste et zoologiste et médecin. Donc eh bien merci de m'avoir écouté, on va tout de suite faire une petite pause et on écoute The Killers et on retrouvera Nicolas juste après avec sa chronique sur le clonage. A tout de suite. C'était The Killers et vous êtes sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en étions à Nicolas qui va nous parler du clonage. Et oui, tout à fait. Donc j'ai commencé ma chronique par une petite définition du clonage.
Donc le clonage, ça se définit par une technique qui permet d'obtenir des individus sans passer par de la reproduction sexuée. Alors est-ce que vous savez ce que c'est une reproduction sexuée? Bah, c'est quand il y a fécondation d'une gamète mâle et d'une gamète femelle. Oui, Donc, tout à fait. mais qu'est-ce qu'une gamète, Nicolas? Alors donc une gamète mâle et une gamète femelle, chez la plupart des animaux, ça va être un ovule et un spermatozoïde. Donc en fait, une reproduction asexuée, donc comme pour le clonage, ça va sous-entendre qu'il n'y a pas l'action d'ovule et de spermatozoïde. Et Donc, oui. juste quand tu dis individu, ça peut être juste une cellule jusqu'à plus gros ou c'est vraiment... Ouais, individu prend tous les êtres vivants. C'est-à-dire une cellule, une plante. D'accord. Donc du coup, deux clones, ils vont être définis comme deux individus du coup, ayant le même patrimoine génétique, donc les mêmes gènes on va dire. Donc c'est pour ça que si on prend la définition de clone mot pour mot, deux personnes jumeaux, ça va être des clones l'un de l'autre, parce qu'ils auront le même code génétique. Ok. Il faut savoir qu'on a quand même une image assez faussée assez faussée du clonage avec tout ce qui se dit dans la presse, dans les médias et tout. Parce qu'il faut savoir que le clonage, ça peut être quelque chose de naturel, et c'est pas forcément quelque chose de hyper compliqué à faire. Surtout pour les plantes. Donc par exemple, pour les plantes, en fait, il y a pas mal d'espèces de plantes que tout le monde connaît qui en fait se clonent naturellement. Par exemple, tout ce qui est fraisier, ou même l'ail, ou des ronces. En fait, quand ils font des petits rejets, des choses comme ça, et ben en fait, c'est des clones d'eux-mêmes. C'est le même individu en fait qui envoie une part de lui-même à un endroit, et après une nouvelle part de lui-même monte, et du coup fait une nouvelle plante. Mais du coup, comme les deux plantes ont le même patrimoine génétique, et ben c'est des clones d'eux-mêmes. Ça va ? On a compris. Ok. Et du coup, si jamais il y en a d'entre vous qui ont fait un petit peu de botanique ou de jardinage encore, si jamais vous avez fait des bouturages, et ben en fait vous avez cloné tout simplement l'espèce végétale que vous avez fait. Concrètement, qu'est-ce que c'est que du bouturage? Alors du bouturage, c'est quand on va prélever une partie d'un arbre ou d'une plante et qu'on va la replanter plus tard, enfin, à un autre endroit. Et du coup, en fait, ça va créer un nouvel individu qui va réussir à faire des racines depuis là. Donc on n'est pas obligé, quand on fait du bouturage, de prendre une graine. Parce que là, sinon, ça serait... C'est ça, si on prend serait une une graine reproduction fécondée, sexuée. c'est une reproduction fécondée. Et le bouturage, c'est vraiment, on prend une petite branche ou un petit bout de la plante, on la remet dans le sol et elle arrive à refaire des racines. Et... Par exemple, un pépin de pomme. Non, pépin de pomme, c'est une graine. C'est une graine, donc en fait, il y a eu fécondation. Ah d'accord. C'est par exemple, si tu prends ton bout de bambou, Oui. que tu coupes, que tu le mets dans de l'eau, et ben au final, ce sera le même... Oui, du coup, par exemple, si tu prends un bout de bambou que tu mets dans de l'eau, au final, ça va donner un individu exactement pareil au niveau génétique que le bambou auquel tu as prélevé le morceau, en fait. Donc là, ce serait du clonage. Donc là, parce ce qu'il serait y a du pas clonage de au- reproduction, c'est ça. D'accord, ok. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que pour le clonage artificiel, on va dire, donc à part pour les plantes, il y a le clonage d'animaux. Donc c'est celui-là qui est forcément le plus médiatisé, qui a le plus de controverses dessus, on va dire. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi ici différentes méthodes, et donc les moins compliquées qui, on va dire, choquent le moins, dont on parle pas. Donc par exemple, j'ai parlé des jumeaux. En fait, ce qu'il est possible de faire, c'est quand on a un animal qui commence à être enceinte, que dès que ça a été fécondé, on peut couper manuellement l'embryon, enfin la cellule œuf, pour en fait former artificiellement des jumeaux. Et du coup, D'accord. c'est des techniques qui sont utilisées notamment en élevage pour avoir, au lieu d'avoir qu'un seul veau, d'avoir deux veaux, des choses comme ça. C'est ce qui utilise des cellules souches, du coup. Non, ça du coup, c'est quelque chose. Enfin, ça c'est. Comment ça, des cellules souches? Une cellule souche, c'est une cellule qui peut se transformer en n'importe quelle cellule et qui va continuer à se multiplier au final. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais si tu veux, en fait, le processus, c'est juste de forcer la formation de jumeaux, en fait. Du coup, c'est vraiment une technique pas basique, mais c'est maîtrisé depuis assez longtemps, depuis le milieu du XXe siècle, on va dire. Donc ça pose pas de problème. Il n'y aura pas de malformation ou de quoi que ce soit si on fait ça manuellement comme ça? Non, parce que la technique est assez maîtrisée quand même.
Du coup, la technique de clonage dont on parle le plus, c'est celle où en fait on va utiliser un ovule, peu importe de n'importe quelle mère en fait, duquel on va supprimer le noyau, donc on va les nucléer, et on va rajouter le noyau d'une cellule, en général c'est des cellules de peau, de l'individu qu'on veut cloner. Et en fait en mettant le noyau de la cellule de l'individu qu'on veut cloner dans l'ovule sans noyau, ça veut dire qu'on aura seulement l'information génétique de l'individu qu'on veut cloner. Et du coup, en se développant, ça va donner un individu de même patrimoine génétique que celui qu'on veut cloner. Du coup, la cellule sans noyau, elle est neutre entre guillemets. C'est ça, parce que toute l'information génétique, en fait, elle est située dans le noyau. Ok. Et du coup, si on l'enlève, et ben, ça fait qu'on a juste l'information génétique de la cellule dont on a prélevé. D'accord. Et du coup, en gros, c'est cette technique qui a été utilisée pour, vous connaissez sans doute, la brebis Dolly, qui a été clonée donc en 1996 en Écosse. Et du coup, donc cette technique, elle a été utilisée après pour faire d'autres animaux que des brebis, donc des chiens, des chats, des vaches. Mais au début des années 2000, au final, on s'est rendu compte que ça servait pas à grand chose parce que c'était quand même une méthode assez coûteuse, une méthode qui au final apportait pas grand chose scientifiquement, parce qu'au final on la maîtrise plus ou moins, enfin il y a quand même des pertes mais on la maîtrise plus ou moins, et les clones au final c'est des originaux avec souvent quelques problèmes de santé qui arrivent, donc par exemple ça arrivait qu'il y ait un vieillissement plus rapide, et enfin voilà, et du coup comme il n'y avait plus d'intérêt financier dans un grand nombre de pays, ça a été abandonné. C'est ça, il y a des recherches qui ont été abandonnées. En parallèle de ces clonages sur les animaux, il y a eu des sujets qui ont été abordés sur le clonage d'êtres humains. Donc il y a eu quelques scientifiques qui ont déclaré qu'ils avaient cloné des êtres humains. Donc la plupart du temps ça a été démenti, ça a été prouvé qu'ils mentaient. Et il y a eu un traité il y a eu des lois qui sont passées dans à peu près tous les pays qui interdisent le clonage d'humains dans le but de reproduction. Donc comme on ferait pour les animaux. Donc ça, il y a en fait tous les pays, ils ont une loi qui l'interdit plus ou moins. Il y a que quelques rares pays où en fait c'est pas écrit noir sur blanc que c'est interdit, mais c'est par exemple il y a des États aux États-Unis où c'est pas dit tel quel qu'ils ont pas le droit. Mais en gros ça se fait pas dans les mœurs. D'accord. Et en France ça a été défini comme crime contre l'espèce humaine. Et on peut faire des années de prison et des millions d'euros de dommages si jamais on essaye de cloner un être humain. Et le dernier point dont je voulais parler, qui me mènera sur le débat où je voulais un peu vos avis, c'est le clonage thérapeutique. Alors je sais pas s'il y en a qui savent déjà ce que c'est, qui en ont déjà entendu parler peut-être. Non. Bah non. Alors le clonage thérapeutique, qu'est-ce que c'est ? C'est on va faire comme si on crée donc un nouvel individu, comme j'ai parlé, c'est-à-dire qu'on va prendre le noyau de la cellule de l'individu qu'on veut cloner, une cellule, un ovule dont on supprime le noyau, et on va obtenir un embryon. Au bout de quelques jours, une fois que les premières cellules, donc les cellules souches, comme a dit Corentin tout à l'heure, seront formées, on récupère les cellules souches d'à peu près tous les organes en devenir de l'embryon, qu'on va mettre dans des cultures in vitro, et ensuite on détruit l'embryon. Et en fait, ces cellules souches, elles vont permettre de soigner ou de créer des nouveaux organes pour la personne qui a commandé, si vous voulez, ces organes, une personne malade ou des choses comme ça. Ça fait penser au film The Island. Vous l'avez vu ou pas ? Non, j'ai pas vu. Bah, c'est tout le concept du film. C'est en fait, il crée des clones, si tu veux, mais vraiment jusqu'à l'âge adulte, et qui vont récupérer à certains moments pour récupérer des organes qu'ils ont. Et d'accord. Bah, je crois que connaissais pas pas. de bêtises, c'est un film de James Cameron en plus. Non, de Michael Bay. Je dis de la bêtise. Excuse-moi. Pas de souci. Et voilà. Et du coup, donc ce clonage thérapeutique, en France, c'est interdit. En Allemagne, c'est interdit, mais il y a des pays européens où c'est autorisé, par exemple en Belgique ou en Angleterre. Bon, bien sûr, c'est quelque chose de très très encadré. Et aux États-Unis, c'est autorisé dans la plupart des États. Et en Asie, c'est assez autorisé aussi. Et du coup, voilà, je voulais votre avis sur ce clonage thérapeutique. Qu'est-ce que vous en pensiez ? Est-ce que, à votre avis, c'est quelque chose de bien qu'il faudrait peut-être demander à autoriser en France, ou c'est bien comme c'est et c'est interdit ?
je pense que si tu peux trouver, si tu peux soigner des personnes avec ou les empêcher d'avoir, je sais pas, des problèmes de santé ou voire de mourir, je pense que ça peut être une bonne chose. Après, je pense que au niveau des lois, ça pourrait changer, mais il faudrait pareil que ça reste très très encadré. Parce qu'au final, le problème, c'est que tu vas créer un embryon humain qui sera voué à être détruit en fait. Oui, ça pose beaucoup de. Oui, C'est ça ça. pose beaucoup de. Mais l'embryon, du coup, il est. C'est vraiment un petit embryon, il fait 4-5 jours. Donc, ils créent l'embryon. Ouais. Ils vont prendre par exemple les premières cellules d'un organe, C'est ça. ils vont le retirer et ils vont laisser l'organe se développer après. En fait, en fait, du coup, j'ai peut-être expliqué un peu vite. En gros, il laisse l'embryon se former pendant du coup quelques jours. Du coup, ça veut dire que chaque, il y aura encore des cellules, Souche. Merci, des cellules souches, c'est ça. Et du coup, qui pourront donner n'importe quel organe en fait. Et du coup, ils vont récupérer ces cellules souches, les mettre en culture in vitro, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir cultiver ces cellules souches. Et le reste de l'embryon, on le jette en fait, on le détruit. Donc au bout de quelques jours. Ouais. D'accord. Alors, quitte à amener un autre débat sur la table, par exemple, l'avortement, il est légalisé en France, mais en fait, ça se fait. Enfin, tu peux avorter au bout de plusieurs. Enfin, j'ai pas trop les chiffres, mais c'est au bout de plusieurs mois, je Je crois crois. que c'est 2-3 mois, entre 2 et 3 mois. Maximum. Donc, c'est beaucoup plus qu'un embryon de quelques jours. Après, c'est peut-être, enfin, c'est pas du tout les mêmes. C'était mon c'est pas argument aussi. hein, Voilà, donc, c'est pas du tout je les mêmes comprends. problèmes éthiques ou quoi que ce soit, mais. Ouais, je suis d'accord, ça rejoint un petit peu. Donc, Sauf c'est que d'accord. après, là, ce serait un embryon qui serait du coup, issu de reproduction asexuée du coup. Et qui serait voulu aussi. Parce que la différence entre là et l'avortement, c'est que l'avortement, c'est aussi pour préserver la potentielle mère. Et aussi Oui. que l'enfant il est pas voulu. Alors que là, on sait très bien qu'on va créer un individu qui pourrait vivre. Mais en fait, on dit bah non, tu vas mourir D'accord. tu vas pas naître Ouais, mais pour qu'une personne vive. Ouais, mais il est pas voulu dans le sens mais où il va être dans une famille et il va avoir une vie. Mais du coup, il est fait artificiellement l'embryon. Ouais, il est fait comme un clone, Ouais, d'accord. Ouais. comme Dolly par exemple. D'accord, ok. Mais Ouais, du coup, est-ce que ça veut dire que les clones ce seraient des sous-animaux ou des sous-humains et Ouais, qu'on c'est pourrait ça, les exploiter c'est ça le problème. Mais je trouve que en dehors du débat de est-ce qu'il est humain, est-ce qu'il est moins humain ou quoi, si on autorise à avorter au bout de plusieurs mois, je verrais pas pourquoi. Enfin, je mets tout ça entre grosses guillemets. Ouais, t'inquiète. Je verrais pas pourquoi on. On pourrait pas faire ça. Voilà. Moi je suis d'accord parce que tant qu'en fait l'individu, tu te dis pas. Parce que quand tu l'as expliqué, moi je m'étais dit genre on va récupérer l'organe comme dans le film The Island, au bout quand la personne Ouais. aura plusieurs années de vie derrière elle. Tu vois. Ah non, c'est vraiment, c'est encore sous l'état d'embryon et il y a beaucoup moins que plusieurs mois de gestation, Non, si on ouais. peut dire. Enfin, moi ça me poserait pas de soucis. Puis ça Ouais. pourrait soigner beaucoup de cancers, beaucoup de maladies graves. Et du coup, je me dis, on fait des choses qui sont peut-être pires que ça, en fait. C'est-à-dire Aujourd'hui, éthiquement parlant. Bah, alors j'ai pas non plus. Je m'y connais pas énormément dans tout ce qui est. Enfin, dans tout ce qui est traitement des animaux, mais je veux dire, on utilise beaucoup d'animaux dans les laboratoires qui sont déjà développés, qui sont pas, pas au stade embryonnaire. Et ça, je pense que c'est éthiquement moins justifiable en fait. Après, ça, c'est ton Là, avis. tu lances Oui, encore oui. un débat, un autre C'est débat. là. ouais, c'est ça, c'est Oui, je autre sais, chose. Ça. mais. Moi, ça me poserait pas de problème vu ce qu'on fait aujourd'hui en fait, D'accord. sur d'autres animaux. Donc, du coup, vous seriez tous les trois d'accord pour autoriser le clonage thérapeutique. Ben, présenté comme ça. Après, tu nous as présenté, je pense, les principaux avantages. Mais Vas-y. disons que je pense que ça aurait forcément un intérêt. Après, si ça se trouve, il y a d'autres points de vue ou d'autres des inconvénients à cette méthode auxquels on n'aurait pas pensé ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il faudrait un peu plus de recul. Ouais. Mais dit comme ça paraît être une idée défendable. Ouais, ça me fait penser que du coup, j'ai pas parlé d'un inconvénient là qui me vient en tête, c'est que sinon, si tu veux, ça marche pas à chaque fois déjà, parce que on n'arrive pas, on fait un test, ça marche du premier coup, ça devient un embryon, il y a quand même beaucoup de ratés. Du coup, il y a ça, il y a le taux de réussite qui est assez faible, et au final, on prend quand même une cellule,
on prend quand même un ovule d'une autre personne. Et du coup, ceux qui sont en sciences savent qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Et que du coup, en fait, l'individu, c'est pas un clone tout à fait exact, même si on dit clone. Et qu'en fait, il peut quand même y avoir des problèmes de rejet, en fait. Alors juste du coup, l'ADN mitochondrial, c'est l'ADN qu'on retrouve dans certaines structures en fait qui sont dans la cellule mais qui sont pas dans le noyau. Donc c'est d'autres structures que le noyau qui portent de l'information en fait génétique dans les cellules. Et il est d'origine maternelle. Oui. Et juste peut-être pour finir, est-ce que ça coûte cher de faire cette méthode? Est-ce qu'elle coûte cher ou Ouais, ça se coûte en dizaines de milliers d'euros. Eh bien merci Nicolas, on se détend une dernière fois avant la dernière partie de l'émission avec Sigala, puis on se retrouve pour un quiz sur l'espace. Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, vous êtes dans la dernière partie de l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. On retrouve Nicolas qui va nous faire un quiz sur l'espace. Et oui, tout à fait, Corentin. Il me semble que Emma l'avait déjà fait, mais comme l'espace c'est un sujet assez vaste, je me suis permis d'en repréparer un deuxième. Alors du coup, ma première question c'est, vrai ou faux, l'univers est infini? C'est faux, Moi je dirais que c'est faux. parce qu'il est en expansion, donc Ouais, il peut pas être c'est infini. Faux Ouais. et Flo? Ouais, pareil, je vais dire que c'est faux. Ouais, c'est faux. Alors est-ce que quelqu'un... Maëlie, t'as parlé d'expansion, est-ce que quelqu'un pourrait justifier pourquoi il a dit faux? Et sinon, je peux expliquer. Bah, quelque chose d'infini peut pas être en expansion. Oui, mais pourquoi tu dis que l'univers est en expansion? Ah bah c'est parce qu'il voit que la distance en fait entre deux corps donc dans l'espace s'agrandit. Donc c'est que l'univers s'agrandit parce que du coup en fait par exemple deux systèmes vont s'éloigner les uns des distances autres. augmentent. Oui en gros. voilà. Ok. Les systèmes s'éloignent les uns des autres donc c'est que Alors du coup, c'est un petit peu comme tu parlais d'expansion, Magali. En fait, vous connaissez tous le Big Bang, Oui. qui dit que l'univers il est parti à partir de rien. On est d'accord qu'une fraction de seconde après le Big Bang, l'univers il devait avoir une taille minuscule. Oui. Vu qu'il est arrivé à partir de rien, il fallait bien qu'il ait une taille minuscule. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le Big Bang, il faut se dire que l'univers il a fait que de grandir. Vu que c'est parti de ce truc rien, et au final, bah là, nous, on tient pas dans rien ou pas dans des petits trucs. Et donc, en fait, depuis la création de l'univers, il y a, on suppose, 13,9 milliards d'années. Ce qui se passe, c'est que l'univers, il a pas cessé de grandir. Mais comme l'univers, il a quand même une vitesse à laquelle il grandit, et ben forcément qu'il est limité au niveau taille. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? mais Oui, il oui. grandit dans quoi? ça, c'est la grande Ouais, question, ça. Il y a eu beaucoup de théories, notamment Aristote qui parlait d'éther. Genre que c'était une théorie des. En gros, t'avais 4 éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau, et t'en avais un cinquième, la quintessence du coup, l'éther. Donc en gros, c'est dans quoi baignerait à peu près tout l'univers et tout. Le tissu de base de tout ce qui existe. Mais ça a été démontré plus tard que c'est faux. Ok. Voilà, et si vous voulez une idée, on suppose qu'actuellement la taille de l'univers serait d'environ 95 milliards d'années-lumière. Et du coup, une année-lumière, c'est c'est la distance que met la lumière en un an, en gros. C'est ça. Ce qui fait beaucoup. Deuxième question. Il y a environ 10 000 galaxies comme la Voie lactée dans l'univers. Alors là, je mets des termes un peu techniques. Alors, une galaxie, c'est composé de plein d'étoiles, plein de systèmes solaires un peu comme le nôtre, donc de planètes qui tournent autour d'une étoile. Et on dit système étoilé, parce que le Et système solaire, c'est que Exactement, le système waouh. du soleil. Et Enfin, de notre soleil. du coup, je pense que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble une galaxie. Ça fait un peu comme une espèce d'étoile qui tourne. Donc, il y aurait, si vous voulez, un peu comme un shuriken de Oui, lumière comme d'accord. ça. Je pense que vous Ouais, Vous on imaginez voit, le truc. Donc du coup, à votre avis, il y a environ 10 000 galaxies dans l'univers. Je pense qu'il y en a beaucoup. Identique donc au système solaire. Ah non, C'est ça. identique. Donc, je Non, pense que- galaxies comme la Voie lactée. Mais La tu vo- veux dire quoi Oui, par pardon, comme la Voie lactée. Bah la Voie lactée, c'est notre galaxie. Ouais, Oui, La mais- galaxie dans laquelle on est. Mais c'est quoi les caractéristiques qui feraient qu'une En supposant que système va toutes les ressembler. galaxies ressemblent à la Voie lactée. Donc en fait, ta question c'est est-ce qu'il y a Bah est-ce qu'il y a 10 000 galaxies dans l'univers? Mais il y en a plus. Faux. C'est pas beaucoup, Bah, 10 000. moi je dirais beaucoup plus. Ouais, moi aussi, je dirais beaucoup plus. Et vous avez une idée?
du nombre? Beaucoup trop. Ouais, mais ça, Millions, voire ouais, peut-être ça se- milliards. moi je dirais que ça se compte en milliards. Peut-être, enfin, je vais peut-être faux, mais. Ouais, c'est ça, on estime à peu près à 100 milliards. D'accord, Ah ouais. ouais. Donc on est loin des 10 000. Troisième question. On peut observer certaines étoiles de couleur bleue depuis la Terre. Oui. Oui. Peut-être. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'enchaîne directement sur ma deuxième question avant d'expliquer. C'est, est-ce qu'elles apparaissent bleues parce qu'elles sont plus froides que le Soleil? Ah non, justement, elles sont plus chaudes. quand Oui, sont- je crois aussi que c'est Oui, ça. déjà, oui. Parce que en fait, la température, elle est reliée à l'énergie. Enfin, et l'énergie est reliée à la couleur, en gros. Du coup, par exemple, la flamme du briquet, en dessous, elle est bleue. Enfin, la base, elle est bleue parce qu'elle est plus chaude que la petite flamme au-dessus qui est rouge-orange comme ça. Ouais, c'est tout à fait ça, Flo. En plus, c'est bien expliqué. Du coup, c'est ça, en fait. Les étoiles qu'on verra plus bleues, elles seront en fait beaucoup plus chaudes que notre Soleil qui apparaît blanc ou jaune, si vous voulez. Et du coup, on peut prendre l'exemple du briquet pour montrer ça. Quatrième question. La Terre est la seule planète du système solaire à avoir un satellite qu'on appelle par exemple pour nous Lune. Mais du coup, est-ce que la Terre c'est la seule planète à en avoir? Non. Non, Ah non, à en avoir un seul ou à en avoir tout court? Non, en avoir tout court. non. Non. Dans notre système solaire. Dans notre système solaire. Non, mais je me suis un peu. Non, mais je me suis les un peu- Bah, il y a, les il y a planètes, Saturne aussi qui je en a crois, pas mal. Hein. les planètes les plus proches, Jupiter. elles en ont pas, il me semble. Et je crois que c'est. Oui, soit Jupiter, soit Saturne qui en a vraiment beaucoup. Bah, Ouais, les c'est- deux, hein, je crois. Bah, Jupiter. Parce que Saturne, il y a les anneaux, du coup, ça. Ouais, mais Saturne, il y a quand même des, ouais, des oui. satellites aussi. Enfin, moi, je dirais ça. du coup. Ouais, c'est ça. Donc Jupiter, il y en a 79 et Saturne 62, sans compter les anneaux. Et du coup, Saturne, il y a un des satellites les plus connus, je suppose, vous avez entendu parler, c'est Titan. Mhm. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un des satellites les plus étudiés par les scientifiques. Et bien, c'est tout pour moi pour ce petit quiz. Et merci pour vos réponses. Bien de rien. Avec plaisir. Et c'est déjà malheureusement la fin de l'émission. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube et la page Facebook Science Infuse. On vous souhaite tous un bon week-end en espérant vous retrouver dans 2 semaines. À bientôt. Allez